De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant au débat. Comme je vous l'annonçais précédemment, nous recevons ce soir Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Et à ses côtés ce soir, Néhémie Martin, notre psychologue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer notre petit cours d'histoire, notre traditionnel cours d'histoire maintenant du jeudi, on va commencer par une polémique qui fait rage en ce moment donc sur les réseaux sociaux, à savoir cette publicité d'H&M. Si on peut avoir le visuel, s'il te plaît, Zébris. Donc, cette publicité d'H&M où il y a un petit garçon noir qui porte un sweatshirt où il y a inscrit The Monkey, the coolest monkey in the jungle. Donc, le singe le plus cool de la jungle. Beaucoup de réactions sur les réseaux, de part et d'autre. Certains prétendent que les Noirs seraient trop susceptibles et qu'on s'offusquerait trop rapidement pour un petit point de détail. Avant d'en venir à l'analyse justement de Madame Martin, Monsieur Omotunde, que pensez-vous de cette polémique? Est-ce qu'il y a matière à polémique selon vous? Non, je suis quand même personnellement relativement surpris de l'amnésie qui frappe d'une certaine façon, pas simplement la communauté noire, mais la communauté d'une façon générale, la communauté des humains. Il n'y a pas si longtemps, Christiane Taubira a été moquée avec justement la problématique du singe, de la banane. Vous avez remarqué que la réaction des membres du gouvernement a été relativement lente. Il a fallu du temps. Elle-même a été relativement surprise puisqu'elle s'attendait en tant que garde des Sceaux à une réaction relativement rapide, ne serait-ce que du porte-parole du gouvernement. Il y a à peine 15 jours, vous avez vu qu'un club de football a présenté les excuses à Matuidi. Matuidi qui joue maintenant en Italie, parce que lors d'un match, il a été victime. Vous savez, en Italie, quand le noir a le ballon, on fait des bruits de singe, des cris de singe. Vous voyez ce que je veux dire par là? Bon. Donc, la chose, c'est que ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout cela, c'est que quand il faut jouer le beau rôle, l'Européen n'hésite pas à aller dans la culture africaine et à se mettre en tant que blanc. Regardez le clip vidéo de Katy Perry, où elle joue une reine égyptienne, elle est blanche. Est-ce que vous voyez? Donc c'est-à-dire que quand c'est positif, ça concerne la culture du monde noir, mais on se présente en tant que blanc. Bon. Maintenant, lorsque on voit les animaux, il y en a beaucoup. Mais dans la jungle, il y a un choix immense. La récurrence du singe, c'est qu'il y a véritablement un lien avec la période coloniale, un lien avec la période des Lumières. Moi, je vais vous dire quelque chose, mon très cher, et que je n'oublie pas. Il y a un monsieur qui est originaire de la République démocratique du Congo, et lors d'une réunion, je leur disais que je dois m'en aller parce que je dois aller participer à une émission, donc sur une radio africaine, donc à Paris. Et le monsieur m'a dit, j'aimerais que vous témoigniez de quelque chose qui nous est arrivé quand on était enfant en Afrique. Et là, je vois que les larmes lui viennent aux yeux. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a de si grave au point que je vois que son visage change complètement. Ce monsieur me dit que, alors que son grand frère était venu en vacances, les voir, il entend les enfants chanter « You a monkey, you a monkey, you a monkey ». Alors, lui qui revient d'Angleterre, il appelle son petit frère, en l'occurrence lui, et il lui dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce que tu es en train de chanter? Parce que je ne crois pas mes oreilles. Et le petit frère lui dit, you are monkey. Il lui dit, mais attends, c'est quoi cette affaire de you are monkey? Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu es un singe. Tu es un singe. Bon, qui t'a dit ça? Et l'enfant lui répond, son petit frère lui répond, que tous les matins, le prêtre, devant le parterre, donc, vous savez, l'enseignement est religieux en Afrique, accueille les enfants à l'entrée en passant la main sur la tête en disant « You are monkey ». Okay. Et eux, les enfants, ils répétaient ça comme ça en pensant que c'était une salutation, un peu comme si on se disait « bonjour ». Et en fait, c'est le grand frère qui venait d'Angleterre qui lui a expliqué exactement ce que ça voulait dire. Et il a été voir justement les autorités de cet établissement religieux pour leur demander à quoi ils jouaient. Donc il faut bien voir que la chose, c'est qu'il y a un problème de puissance que nous avons et un problème d'organisation. Parce qu'il nous manque une organisation mondiale et il nous manque des organisations nationales. Parce que normalement, H&M, c'est un groupe international. Nous aurions dû déjà être au stade de l'organisation et du fonctionnement d'une organisation mondiale de défense de l'image et des intérêts matériels et moraux du monde noir, de manière à faire en sorte que nous ayons un porte-parole mondial
qui invective la direction mondiale d'H&M. Pas simplement quelque chose sur le plan local ou national, c'est-à-dire en France ou en Angleterre. Non, non, d'avoir vraiment des excuses sur le plan mondial. Parce que tout cela n'a que trop duré. Vous voyez ce que je veux dire par là? Vous imaginez Taubira, garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, vous avez encore l'insulte raciste du singe. Il faut bien prendre en compte je dirais la réalité, cette réalité dans laquelle nous sommes. Et on ne peut pas toujours investiguer l'autre, comme je le dis toujours, parce que nous avons un déficit d'organisation sur le plan national et sur le plan mondial. Et tout ça nous renvoie à nos responsabilités devant les jeunes générations. Et ça, il faut le comprendre. Parce que je tiens quand même à rappeler une chose, parce qu'il faut dire les choses. Quand M6 a fait la comédie musicale Autant n'emporte le vent, il faut savoir que le patron d'M6 lui-même avait reconnu qu'en lisant le script, c'était le document le plus raciste qu'il avait jamais lu. Mais il en a fait une comédie musicale. Nous étions en 2003. La loi Taubira, c'était 2001. Et la première célébration du 10 mai, c'était 2005. Donc on est inter entre les deux. Vous voyez l'affaire? Donc vous imaginez une comédie musicale après le vote de la loi Taubira, mettant en scène l'esclavage, alors que normalement, vous avez un devoir de respect de la mémoire et de l'image des victimes et de leurs descendants. Et c'est pour cette raison que nous avons intenté une action en justice vis-à-vis d'M6 pour leur faire comprendre que ça ne se fait pas. Et c'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire, plus on lâchera du lest sur cette affaire-là, plus les problèmes deviendront de plus en plus énormes. Et la réponse doit être aussi juridique. Vous voyez, ça c'est très important. La réponse doit être aussi juridique. Accompagnée de sanctions lourdes. Totalement, mais pas des démarches nationales. Il est temps d'avoir une démarche mondiale. Vous voyez, ça c'est important. Parce que je veux bien que des jeunes aillent dans un magasin, protester aux États-Unis, en Angleterre ou en France, comme on a vu sur avec les réseaux la Ligue sociaux. de défense noire africaine. Nous sommes responsables des jeunes générations. Nous avons pris déjà la direction du vent. Nous savons comment le vent, il vient sur nous. Je pense qu'il est grand temps que nous arrêtions de jouer aussi les enfants et que nous puissions nous asseoir pour avoir une organisation mondiale. Et ça, c'est important. Alors, Némi Martin, est-ce que effectivement la communauté noire est parano? La question est très, comment vous dire, est très attaquante, parce que au final sous-entend effectivement, comme on le disait, qu'il y a une forme de susceptibilité. Je partage tout à fait la position où effectivement il y a une amnésie. On aurait dit que comme si finalement l'histoire n'existait plus, comme si on devait se démarquer de toute une histoire d'un peuple sous prétexte qu'il faut effectivement aller de l'avant, qu'il faut passer à autre chose. Mais au final, est-ce que les stigmates et est-ce que ces symboles qui sont devenus finalement des symboles, vraiment des emblèmes de racisme, donc on prend effectivement le singe qui quand même incarne très bien le racisme, vraiment en l'essence vraiment du racisme, donc est-ce que ces comparaisons-là se démarquent de l'histoire? Non, puisqu'elles prennent origine justement dans cette histoire. Et ça perdure. Donc au final, quand on voit des choses affichées comme ça de façon éhontée par des grandes enseignes, donc dans la rue, je veux dire, il y a les publicitaires aussi, effectivement, il y a l'exemple, il y a celui d'H&M qui témoigne de ce fait, mais il y a quand même aussi d'autres exemples de publicités qui sont vraiment scandaleuses. Je pense notamment à Manix, avec une jeune femme qui met sa main sur la tête d'un homme noir qui a un sourire un petit peu grimaçant. Là, franchement, je ne peux pas dire que c'était vraiment l'effroi. J'ai vraiment ressenti un sentiment d'effroi, parce qu'on avait vraiment l'impression de remonter à des époques reculées où était vraiment mis en scène le noir de façon, j'ai envie de dire presque simiesque, de façon animale. Et effectivement, ça m'interpelle quand même beaucoup de voir que parmi la communauté noire, il y a encore des gens qui se posent la question, et pire, qui prennent défense de positions pareilles. Alors, mais certains diront que ce n'est pas fait consciemment. Par exemple, on a le cas de Griezmann qui lui-même a été dédouané par la communauté noire. On en parlait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement dans nos esprits? On a du mal à se dire que c'est fait exprès, comme on dit? Mais en fait, déjà, il faut essayer de déconstruire les choses, dans le sens où quand on vous affirme une chose qui quand même paraît être une aberration, mais admettons, soyons naïfs, essayons de croire que ça a pu être fait de façon maladroite. Mais il y a un moment donné,
il y a plusieurs personnes qui portent un regard sur les choses. Donc là, on a pris effectivement l'exemple de Griezmann, mais pour l'exemple d'H&M, l'exemple des publicitaires, le nombre de personnes qui travaillent, qui sont sur les aspects marketing, qui visualisent. Dans une pub, tout est pensé. Tout est pensé, en plus, mais imaginons qu'il y ait vraiment une autre intention. Il y a bien une personne qui va se positionner un peu en prise de conscience, en censure, en disant quand même non, on ne peut pas diffuser quelque chose comme ça, c'est scandaleux. Donc l'excuse de la maladresse, de l'intention, elle ne peut pas exister, à moins d'être ignorant, à moins de n'avoir jamais, même de pas être de ce monde, j'ai envie de dire, même des gens qui seraient d'une éducation qui ne se cultiverait pas, qui n'ouvrirait pas de livres, qui ne regarderait vraiment, qui n'aurait aucune ouverture sur le monde, on est quand même pleinement conscient de ce qu'est l'histoire avec un grand H. Et il est impossible de faire l'impasse sur des éléments pareils. Donc voilà, pour moi, l'excuse de la maladresse, c'est pas quelque chose de recevable. C'est pas crédible. Non, du tout. La maladresse n'est pas crédible, monsieur Motunde. Il me semble que si j'avais l'intention de faire une comédie musicale sur Auschwitz, je connais. Même le dire, même l'annoncer. C'est déjà, il y a tout de suite. Ça prend une tournure. Est-ce que vous voyez ce que je parle? Tout à fait. Donc, ce qui est valable pour Pierre est valable pour Paul, est valable pour Jacques. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire preuve de fermeté. Vous voyez ce que je dis par là? Griezmann, quand même, soyons un peu sérieux. La chose, c'est qu'on a quand même un minimum de culture. Vous voyez ce que je veux dire par là? Un sportif international a un minimum de culture. Quand on fait ça, on ne peut pas le faire comme ça en disant mais je n'avais pas vu. Ça veut dire que vous n'étiez pas sur Terre, vous étiez sur une autre planète, vous étiez où? Vous voyez, on voit bien qu'il y a des problèmes récurrents. On a vu avec Katrina, quand il y a eu ces problèmes, on vient chercher les blancs, on oublie les noirs comme par hasard, qui fait qu'après, Bush est obligé de dire excusez-moi, mais on vient vous chercher. Et puis, on a vu tout ça. C'est pas, je dirais, sorti d'un roman de science-fiction. On a vu la réalité. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc on comprend bien qu'il y a un problème sérieux, Mais la chose, c'est que nous sommes face à des gens qui sont des justes-boutistes. Ce sont des justes-boutistes, c'est-à-dire que constamment, vous avez non seulement le mépris, et Aimé Césaire en avait déjà parlé, c'est-à-dire la relation, de temps en temps, vous avez une petite saveur de mépris qui vous est servie gratuitement au moment où vous y attendez le moins. Vous voyez, qui fait que vous êtes toujours sur la défensive, puisque vous savez que ce mépris ne va pas tarder à arriver. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté parce que ça n'a que trop duré. Vous voyez, on a quand même des sportifs qui jouent au foot et ils se retrouvent confrontés. Regardez Thierry Henry, il avait aussi monté à un moment une organisation contre ce genre de choses. Regardez Lilian Thuram, le nombre de fois il a protesté contre ce genre de choses. Vous dites ça, mais je vais vous dire la meilleure, et j'en parlais avec Lilian une fois. Comment vous faites pour imaginer, et Pascal Pic l'a soulevé d'ailleurs, qui est paléontologue. Lorsqu'on parle de l'origine de l'homme, on vous dit que l'homme moderne est né en Afrique, mais on vous montre un homme mi-homme, mi-singe, genre Lucie. Vous voyez l'affaire? Et après, dès qu'il a quitté l'Afrique, vous voyez un homme moderne. Alors comment ça se fait que dans le cadre de documentaires scientifiques, on n'est pas capable de vous montrer un homme moderne comme il était, c'est-à-dire comme vous et moi, quittant l'Afrique pour aller coloniser le reste du monde? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire la référence à Lucie, donc de Coppens, fait que ça cannibalise même le discours scientifique sur ça. Et les scientifiques ont une responsabilité dans cette chose-là. Moi, s'il y a des gens que j'appellerais à la barre, j'appellerais les paléontologues, parce que c'est de leur faute. Je peux vous montrer un certain nombre de documents où on montre l'homme abouti blanc et l'homo sapiens archaïque avec une tête de singe noire. Et je le montre quand je fais des présentations, c'est des documents qui sont tirés. Vous tapez aujourd'hui sur Google Images évolution de l'homme moderne, vous allez voir ces images, vous avez un homme archaïque qui est mi-homme, donc qui est noir, avec une tête de singe, et puis l'homme moderne qui est blanc comme par magie. Donc il faut voir que... Non, il faut voir aussi une chose, c'est que la population mondiale, elle est victime d'une mise en scène de l'historiographie scientifique. Elle est victime d'une mise en scène. Vous voyez ce que je dis par là? Parce que pour arriver à avoir un tel résultat, c'est qu'il y a un matraquage qui est fait dans les manuels scolaires, où l'Afrique, elle est toujours présentée comme un continent à la traîne. On a donné naissance à l'homme moderne,
mais pas à l'intelligence humaine. Il a fallu la grotte de Blombos, il a fallu la grotte de Pinnacle Point pour montrer que l'intelligence humaine était née en Afrique, vous voyez, près de 100 000 ans avant l'arrivée des sapiens en Europe. Monsieur Omotunde, autant d'une part, on a ceux effectivement qui ont d'une certaine façon falsifié l'histoire, mais on a aussi ceux qui refusent d'accepter une nouvelle version. Et parmi dans la communauté noire même, le problème se pose. Comme disait... Non, mais je vais vous dire quelque chose. Pas que des Noirs ne voient pas le message. Non, mais c'est-à-dire que la chose, c'est que vous avez des gens qui ne sont pas confrontés à la réalité ou qui ne vont pas non plus dans les structures associatives, les structures de militants. On se passe cette réalité. Vous voyez? Donc les gens vivent un peu par procuration leur existence humaine. Mais quand vous sortez de votre bulle et vous allez à la rencontre des gens, vous allez à la rencontre des sportifs, vous allez à la rencontre du monde, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Pourquoi Pascal Pic a invectivé Yves Coppens? Et pourquoi Yves Coppens a été dernièrement à la télévision pour rappeler ce qu'il n'était pas capable de dire dans un hors-série de Nouvelle Obs en 2005? C'est-à-dire le premier homme moderne était noir, africain avec des cheveux crépus, et c'était un homme moderne. C'est aussi simple que de dire ça. Est-ce que vous voyez? Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Et vous voyez que Yves Coppens, quand il a parlé, Pascal Pic, il a dit que le fameux documentaire sur l'origine de l'homme, c'est un ramassis d'idées colonialistes sur la supériorité de l'homme blanc. Lui-même a dit ça dans sa déclaration. Je peux vous la mettre à disposition. Vous voyez? Donc c'est pour vous montrer que même à ce niveau-là, les choses sont compliquées, parce qu'on ne fait pas de l'histoire, on fait de l'idéologie, on ne fait pas de la science, on fait de l'idéologie. Et qui l'a dit en premier, si ce n'est le professeur Cheikh Anta Diop, confronté au fait que tous les témoins visibles, oculaires, ont dit que les Égyptiens avaient la peau noire et les cheveux crépus. Il n'y a pas un documentaire, on est capable de vous les mettre, avec la peau noire et les cheveux crépus. Donc, tout ça pour dire quoi? Quand c'est positif, on blanchit. Vous voyez? Et puis quand il n'y a même pas de négatif, on va en chercher parmi les animaux pour en rajouter. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui montre la volonté de mal faire. Il y a véritablement une mauvaise foi à ce niveau-là. Alors, Madame Martin, par exemple, est-ce que vous croyez justement à cette réalité qui dit que l'homme moderne était noir, cheveux crépus, parti d'Afrique et qui a colonisé le monde entier? Que l'homme moderne était noir, cheveux crépus, venu d'Afrique et qui a colonisé le monde. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a, juste avant de vous répondre, qu'il y a quelque chose qui m'interpelle dans le discours, c'est-à-dire que on dit que finalement les gens qui prennent position en défendant vraiment tous ces emblèmes racistes, et parfois même en n'y voyant même pas le mal. Je pense qu'il y a même, en allant plus loin, presque une volonté d'acculturation. Je pense qu'il y a effectivement, dans une certaine génération, peut-être, sans doute, des jeunes qui, quelque part, peut-être par manque de culture, ou alors peut-être justement en ayant trop assimilé les choses négatives vraiment renvoyées par les autres de notre culture, se mettent à distance en fait. C'est comme s'il y avait un sentiment presque de honte à se rappeler le passé. On a envie de se dire, je me démarque de ça parce que, quelque part, c'est vrai, c'est mon histoire, mais je pense valoir mieux que ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un manque peut-être d'intérêt et de culture. Peut-être qu'en se plongeant vraiment dans les écrits, en se renseignant, en étant vraiment documenté, on se rend compte vraiment des merveilles qui sont vraiment à l'origine de la culture noire. Et là, il y a une fierté à en tirer et pas un sentiment de honte. Parce que ce qui se ressent vraiment dans les discours, et là c'est vraiment un point de vue justement psychologique, ce qui se ressent, c'est qu'il y a vraiment un sentiment presque de gêne. Comme si les périodes de la colonisation, l'esclavage, etc., c'est ancré avec finalement toutes les connotations négatives, comme si avaient été assimilés finalement tous les schémas négatifs et pas vraiment l'histoire en elle-même. Donc de ces représentations-là ressortent vraiment ce ressenti-là. Et j'ai l'impression que parmi effectivement les gens qui mettent à distance et qui défendent justement les images comme ça qui sont mises en avant, il y a ce ressenti-là, cette gêne en fait, comme si au final moi-même quelque part j'ai honte parce que l'histoire vraiment du noir quelque part je ne me l'approprie pas. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'il y a cette prise de position là.
Donc ils sont vraiment dans le rejet. Je pense qu'il y a une part de rejet. Après, effectivement, moi j'avais effectivement pris position en parlant aussi d'une manipulation extérieure des publicitaires et des gens aussi qui prennent cette position clairement raciste. Il y a une position de manipulation. Clairement, les médias et toute personne qui aurait pas forcément d'autorité, mais de la visibilité et qui mettrait en avant des images racistes et des propos, des comportements, des choses racistes, sont dans j'appelais ça finalement une tentative d'intimidation. Parce qu'au final, on pense intimider une personne, quand on y pense comme ça, on pense souvent par l'aspect physique, la prise de pouvoir, de position par le corps. On intimide une personne en prenant le dessus physiquement. Mais on peut intimider une personne, c'est ce que je disais justement, en faisant douter. Et je crois que ça fonctionne très bien, parce que ces images, en fait, pour la plupart, ont toujours un petit aspect flou. On ne sait jamais bien dans quoi on se situe. Je prends par exemple aussi une publicité qui était, je crois, de Nivea, il y en avait une autre aussi de Dove. Finalement, la mise en scène, elle n'est pas vraiment claire. Il y a une image, mais on comprend qu'il y a quelque chose qui nous agresse. On a l'impression, au niveau presque instinctif, on ressent qu'il y a une agression, qu'il y a une prise de position raciste, mais l'image en elle-même peut être tournée d'une autre façon, à part certaines qui vraiment, c'est sans appel. Mais il y a cette précaution prise, je pense, par les publicitaires et par les médias, à toujours se laisser une voie de secours pour pouvoir se justifier, pour se retourner, pour finalement dire oui mais c'est vous qui voyez mal, c'est vous qui êtes paranoïaque. Au final on parle de quoi? On parle d'un système pervers, donc d'un système de manipulation. On est clairement dans de la communication de façon perverse en fait. On subit ce genre de choses et il y a des personnes qui n'ont pas forcément on va dire le discernement, qui ont aussi peut-être il y a un manque de recul, un manque d'appropriation de l'histoire autrement que par des connotations négatives qui finissent par tomber dans le panneau. Et ben, du coup, à chaque fois, ils s'en sortent avec des excuses. Comment est-ce que ça peut être valable oui, bon, on a mal fait, on s'est trompé, on s'est excusé. Attendez, on parle de personnes à la base qui sont cultivées, de personnes adultes, on parle de personnes qui ont en plus une responsabilité, on parle d'images quand même qui sont diffusées à une échelle parfois mondiale, en tout cas parfois nationale. À quel moment est-ce que de façon, logique on peut se dire bon ben voilà, j'ai pris la position de penser que c'était quelque chose de maladroit, c'est aberrant. Donc, On n'arrive pas à faire bloc comme certaines communautés qu'on ne peut plus attaquer à l'heure d'aujourd'hui. Oui, non, mais ça me rappelle une publicité que j'avais vue dans un abribus à Paris où il y avait un noir, c'était pour le journal L'Équipe, où le slogan c'était dorénavant il pourra calculer de tête un coefficient des points UEFA. Et quelqu'un avait écrit à la main, d'ailleurs c'est la seule chose qu'il pourra calculer de tête. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on fait ça, on voit bien que derrière il y a la volonté de mépriser. C'est ça la problématique de fond. Parce que vous vous rendez compte que je dirais l'aspect inverse, c'est-à-dire la valorisation de l'Africain, ça n'existe quasiment pas dans les publicités. Est-ce que vous voyez ce que je dis par là? C'est ça qui est... Et même quand elle veut être mise, par exemple, dans des séries ou dans des dessins animés, c'est refusé. Je vous prends un exemple. Tout le monde connaît la reine de Saba. Vous l'avez déjà vue dans une pub? Voilà. Non, mais je vous donne un exemple tout simple. Tout le monde la connaît, on ne peut pas dire on ne la connaît pas. Bien sûr. Mais on ne l'a jamais vue dans aucune pub. Est-ce que vous voyez ce que je dis par là? Donc il y a vraiment la volonté de mépriser. Vous savez, avant, les gens étaient relativement clairs à l'époque des Lumières. Ils disaient le noir c'est un singe, c'est un débile. Maintenant on passe par les images. Vous voyez ce que je dis par là? C'est-à-dire qu'il y a un petit côté je contourne la loi en faisant abracadabra et je t'embrouille. C'est-à-dire on crée une image mais on dit exactement la même chose que ceux qui se disaient à l'époque des Lumières. Il y a un peu les images floues. Voilà. Oui, c'est un peu subliminal en fait. Voilà, c'est totalement subliminal. Et à partir de là, on entretient, je dirais, une image un peu cloisonnée de l'humanité, une idée de hiérarchie des civilisations. Tout ça est entretenu par ce même exemple-là. Je vous prends notre exemple. Vous avez déjà vu une publicité où on est au paradis, il y a un noir?
Bonne question. Ben, attendez, on est au paradis. Absolument pas. Tout le monde est blanc. Absolument pas. Il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas d'Amérindiens, il n'y a que des Blancs. Vous voyez, mais c'est du même acabit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous sommes dans le registre du mépris, pas simplement de l'Africain, mais de la totalité de l'humanité. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très, très marquant, très significatif si on prend le temps d'analyser les publicités. Vous allez voir qu'il y avait Blachas d'ailleurs qui le faisait sur M6 à l'époque de l'émission Culture Pub, où il regardait les publicités qui se faisaient d'une façon générale sur les personnes d'ascendance africaine à travers le monde, et il disait mais là quand même il y a du mépris quand même, il faut quand même être un minimum honnête. Vous voyez, et ces choses-là que Blachas faisait dans les années 80, il y aurait matière à refaire encore aujourd'hui, avec les publicités dont on a cité. Maintenant la chose qui se passe, c'est que la réaction, elle doit être quand même de fermeté. Parce qu'on ne peut pas laisser un tel héritage aux jeunes générations et faire en sorte qu'ils se retrouvent confrontés aux mêmes bêtises. Vous voyez, on a eu quand même un problème de fond quand nous étions ados, c'est la problématique des films, où les Noirs étaient systématiquement ridiculisés. Vous imaginez que la femme noire n'a jamais pu voir l'homme noir valorisé dans un film, avant l'arrivée de Clinton. C'est-à-dire c'est Clinton, quand il a été élu président des États-Unis, vous voyez, avec donc les voix de la communauté noire, et la communauté noire a dit nous voulons gérer directement la problématique de l'image des Noirs dans les films, et aussi d'une façon générale dans les séries. Et c'est depuis Clinton, vous voyez, qu'il y a eu cette espèce de changement grâce à Spike Lee qui avait lancé vraiment la dynamique avec des films relativement poignants. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas oublier non plus les Van Peebles, qui étaient donc ces gens qui ont fait des films en mettant, et la Black Exploitation, vous voyez, où on a mis en scène des Noirs. Les Noirs se sont donné les moyens d'avoir donc un univers cinématographique avec les moyens financiers qu'ils avaient. Et après, on a vu que les Quentin Tarantino ont fait un hommage à la Black Exploitation en mettant des gros moyens pour faire des films. C'est-à-dire que de toute façon, la résistance ne passe pas non plus par la passivité, ça passe par la production. C'est-à-dire qu'il faut produire des images valorisantes. Alors les gens qui viennent dire que les images qu'on a le plus souvent, c'est des clips de vidéos où on a des jeunes femmes en maillot de bain qui dansent devant des chanteurs, je tiens quand même à rappeler que ça, c'est de la mise en scène. Il n'y a pas que ça dans la production des images du monde noir, mais il n'y a que ça qui passe. Il faut arrêter de manipuler les gens. Parce que quand vous êtes aux États-Unis, vous voyez de très belles choses à la télévision, sur les télévisions noires, et ces choses-là ne passent pas dès que vous êtes en Europe. Mais la plupart des films noirs américains n'arrivent pas en Europe. Bien sûr. Il y avait même eu des polémiques, il fallait des quotas de blancs dans les films pour que ça passe, soit diffusé. Donc voilà les problématiques de fond. Donc il ne faut pas, à partir, je dirais, d'une mise en scène des médias et des moyens de production occidentaux, faire une généralité, c'est complètement faux. Les clips vidéo que produisent la communauté noire ne s'arrêtent pas à ça. Il y a beaucoup de belles choses qui sont faites, mais ce n'est pas montré. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre avec une fermeté, c'est qu'il y a manipulation parce qu'on veut nous coller une image, vous voyez, une image la plus dégradante que possible, et les médias s'amusent chaque année à nous servir ça, que ce soit en fin d'année à travers les bêtisiers ou autre chose, vous voyez, il y a constamment ce rappel des choses. Et je tiens quand même à rappeler deux choses pour terminer. On a eu un ministre qui était ministre qui est de la Guyane, vous vous rappelez de ça. Quand il arrivait en rendez-vous, on prenait son chauffeur pour le ministre, parce que le chauffeur était blanc et lui il était noir. Est-ce que vous voyez ce lien par là? Et n'oublions pas que Bambuck lui-même aussi aurait beaucoup à raconter, même s'il n'a pas beaucoup épilogué là-dessus, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce que ce n'est pas, vous avez vu dans quelles conditions, même à l'époque où Sarkozy est venu, a été élu, comment quand il a nommé des chargés de mission, des ministres et compagnie, ça n'a pas été quelque chose de simple. Rappelez-vous Harry Groselmack, quand il a présenté le journal de téléphone le week-end, la déflagration que ça a été sur le plan médiatique, alors que vous allez en Angleterre, vous allez en Suisse, vous allez en Allemagne, vous avez des Noirs qui présentent le journal du début jusqu'à la fin, en pleine semaine, pas le week-end. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, alors qu'on pense avoir fait un pas en avant, la réalité nous ramène à la case départ. Et c'est parce que nous devons faire preuve de fermeté pour que les choses puissent vraiment changer. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient en plateau avec nos invités.
De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours en présence de notre psychologue Némi Martin et de notre spécialiste des humanités classiques africaines Jean-Philippe Omotunde, et nous a rejoint Noumi. Bonsoir Noumi. Bonsoir. Alors justement, on a entamé notre débat sur cette fameuse, ce scandale H&M et cette publicité qui met en avant un petit enfant noir qui porte un t-shirt qui limite le qualifie de singe. Qu'en penses-tu? J'en pense surtout qu'ils font leur travail. Leur travail, c'est de nous rabaisser. Ils font ça. Nous sommes habitués. Et comme nous montrons que nous sommes divisés, ça continue. Mais en fait, nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas si divisés que ça. Nous pouvons faire bloc autour de ce genre de choses. Mais en l'état, c'est pas vraiment le cas, puisque la communauté noire, d'une partie, il y a ceux qui se disent, qui sont excédés et qui disent qu'il ne faut plus tolérer, et d'une autre part, on a ceux qui disent qui ne se sentent pas offusqués, qu'on est trop susceptibles. Non, en fait, ils sont en train de tester. Ils sont en train de tester pour voir jusqu'où nous pouvons aller et qui peut aller. D'accord? Vous savez, c'est comme... tiens, je pense à Guerlain quand il avait sorti « Je ne suis pas sûr que les nègres aient jamais travaillé ». Mais c'était une provocation. C'était pour voir jusqu'où nous pouvions aller. Juste après, il a Notre sorti... seuil de tolérance. C'est ça. Juste après, il a sorti son parfum d'après, c'était quoi? La petite robe noire. Parce que tout ce qui est noir est négatif, mais là où vous voyez au cas habillé pour aller à une cérémonie officielle, il y a tout en noir. Comme par hasard. Costume là le plus sombre possible. Il noir. Les papillons là noir. D'accord? Donc, ils savent très bien. Ils savent ce qu'ils ont testé nous. Ils ont côté, ils veulent mener nous là. Ils ont péqué rivé. Ils ont péqué rivé, menez-nous là, ils veulent mener nous là. Mais où est-ce qu'ils veulent nous emmener selon toi? Au vu de la situation, division, de division. Mais nous cabayons. C'est-à-dire que nous pas si divisés qui comprennent. Nous voulons pousser nous à bout. D'accord? Ils ont déjà commencé au cas travail, ils ont dit comme ça, du jour au lendemain, ils ont dit comme ça, bon, on va travailler encore. D'accord? Ils ont déjà commencé pas payer en travaillant. D'accord? Qui n'a pas qu'à payer l'envoyé qu'à travailler? Les esclaves. Eh ben voilà, c'est ça qu'ils ont envie de faire. Et ils ont poussé nous, et vous voyez, ils ont pris petit. Timon a ça, son Timon petit. Mais regardez photo à t-shirt là, Timon blanc là capoté là. Ils sont d'accord? Donc, ils savent très bien qu'ils ont fait. Ils veulent mettre nous en colère. Mais là, nous les lever vraiment en colère. Est-ce qu'il y a que ça kembe? Parce que ils ont besoin d'aller voir toute qualité de médecin, là, vont bitin pas caille, etc. Nous pas jamais voir médecin. Hein? Et ils savent très bien ça nouveau. Ils savent très bien ça nouveau. Parce que la même méthode qu'ils utilisent maintenant là, en Guadeloupe ou dans les Outre-mer, c'est les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées, qu'ils avaient déjà utilisées en Égypte pendant des millénaires. Ces mêmes bitins-là, ils ont fait depuis 2300 ans, depuis qu'ils ont abattu l'Égypte, ils adoptent la même méthode. D'accord? Diviser pour mieux régner, métissage à outrance, toujours mettez-nous, quel que soit en face de nous toujours plus bas d'après eux, alors que ils savent, c'est nous qui faisons monter là. C'est même nous qui baillons, nous-mêmes, nous quand trouvons bitin, nous pas. Tu vois le gars qui a découvert la fibre optique là, il demande au gouvernement africain. Il dit au gouvernement africain, mais ça m'a trouvé, mais ça révolutionnaire, il ne veut pas. Il faut aller à calotte là, puis ça dit, et c'est un moment là, ça, là, là, comme ça, oui, il est bon, et c'est un moment là, ça, il est bon. Il faut nous comprendre, il faut nous comprendre, absolument, il faut nous comprendre que nous, là, nous, comme posons l'idée, faut nous garder en tout genre pour nous approprier nous ça qui est en nous. Nous bat le monde entier. Tout ça y a qu'à posséder qu'on est là. Tout bitin nous qu'à servir au quotidien, c'est nous qui baillons. Et je dis là, nous pi bakite, c'est exactement ça Chirac a dit. Les faits d'éveil là, avec journaliste là, la Pierre Payan ou je sais pas quoi. Il dit pour là comme ça. Adam livre là, il a dit comme ça, nous leur avons tout pris.
toute leur richesse et même jusqu'à leur intelligence. Et maintenant, nous disons que ce sont des bons à rien. Ils savent très bien qu'il nous faut. Non, mais Chirac, Et même, sans nous, avant son amnésie soudaine, il avait reconnu, de toute façon, Oui, après- qu'il faudrait oui. réparation sur l'Afrique. Après, Il dit que c'est ce n'est pas certain. une question de générosité, mais une question de bon sens pour éviter, je le cite, les pires convulsions dans un avenir proche. oui, Donc, mais après il était président, hein, quand même. oui, oui. il Oui, est au pas- moins, il a eu l'honnêteté de le reconnaître à un moment de sa vie où il était encore sain d'esprit. On va du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Oui, vous pouvez, vous y êtes déjà, monsieur. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, ça va? Oui, ça va très bien, merci. On vous écoute, monsieur. Voilà, un peu plus mon question. Donc, on dit que c'est arrivé. En avenir, ça va jaloux. Parce que pas l'envie de quelqu'un parler et qui fait ça que yon jalousie. Allô? Oui, oui, oui. Mais yon dit ça aussi, il ne faut pas nous envier le système à évoluer là. Le système va dominer le monde. Il ne faut pas nous envier ça parce que ça gagne un compte à sa montée dans les nous. Parce que yon quand vous dites, yon dit ça, yon quand il est l'Europe, yon c'est nommé nos mariés, son mariés, yon connaît des postes de pays à faire plus de yon. Alors, si vous avez une contradiction à ça, soit nous allons représenter Dieu sur la terre. Alors, il ne faut pas nous dire tout le système, il a mis le monde à la faillite le plus total. Alors, quand nous restons, ça nous reste, il ne faut pas nous dire le monde là. Le monde là, il va venir poser nous là, observer l'avenir. C'est ça que j'ai dit. Alors, à nos deux invités, c'est une question d'envie. Oui. On est envieux. On est envieux, Allez, Oui, Madame Martin. mais vous savez, justement, je vais vous répondre avec un exemple qui va bien symboliser, bien vous répondre. Vous coupez le téléphone, on peut couper? Allez-y. Donc, justement, H&M, il suffit de se balader dans les rayons H&M tout au long de l'année pour regarder un petit peu quelles sont les dernières les tendances depuis, on va dire, allez bien 2-3 ans. Et bien, ce qu'on appelle la tendance ethnique. Donc, tout ce qui est d'inspiration, comme les motifs, un peu comme les boubous, les tissus qui s'appellent un peu africains, ethniques, et bien, il y a ça, mais à foison. Donc, ils appellent ça une inspiration, mais au final, sachant qu'il y a cette position claire avec le petit garçon qui est mis en scène, j'appelle ça à la limite du pillage. Parce qu'à un moment donné, s'il y a une position contradictoire, et en même temps, on se sert pour faire du commerce d'objets et de représentations et d'objets d'art, de motifs, de choses qui viennent de la culture noire, qu'on se l'approprie pour faire des bénéfices, et ben évidemment qu'on peut interpréter ça comme de l'envie. Parce que ça veut dire que quelque part, ils arrivent quand même de façon très claire à bien s'apercevoir qu'il y a des choses, il y a une richesse à prendre et à exploiter. Donc s'ils exploitent ces choses-là, évidemment qu'il y a de l'envie, en tout cas il y a une grande conscience de la force de l'histoire et des biens de la culture noire. Monsieur Motonde. Oui, c'est-à-dire que on le voit beaucoup en historiographie, c'est-à-dire qu'il y a ce côté fascinant. On le voit véritablement, et les choses sont tellement poignantes que ça entraîne la falsification. Et la problématique des Dogons avec les observations stellaires, l'Antoine, Sirius et compagnie, on voit bien qu'il y a le côté fascinant. On ne médiatise pas, mais on reconnaît qu'il y a vraiment eu observation de Sirius et de ses satellites. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que quelque part, je dirais que qui mieux que l'Européen sait dans quel état il a vu l'Afrique. Vous voyez, avec toutes ces grandes civilisations, pas simplement dans l'Antiquité, mais aussi durant l'Afrique impériale. Vous voyez, et il y a eu ce phénomène de rapatriement de la culture africaine. L'Europe a rapatrié la culture africaine parce qu'elle n'avait pas de culture. Et tout ce qu'il y a en Europe n'est qu'une, je dirais, culture africaine redessinée par les contours de ceux qui venaient du lac Baïkal, c'est-à-dire de la Russie-Mongolie. J'ai amené un petit document d'ailleurs, si on pouvait le visualiser, c'est assez. Le premier document, c'est sur la préhistoire. Il est assez marquant, vous allez comprendre un certain nombre de choses. On y va. Les mégalithes sont étudiés pour la première fois au XVIIe siècle. On les attribue alors aux Romains.
Au XIXe siècle, avec la montée du nationalisme, on considère que de telles constructions ne peuvent être que le résultat du génie de nos ancêtres celtes. C'est le début de la celtomania, propagande pour la grandeur celtique qui transforme les dolmens en hôtels pour les sacrifices humains. Le mythe a un immense succès. Il est repris dans la littérature par Chateaubriand et même dans un opéra de Bellini. Les dolmens et les menhirs sont des œuvres de la préhistoire. Ce sont de véritables monuments qui peuvent peser plus de 15 tonnes. Ils ont été érigés au néolithique, c'est-à-dire à partir du 7e millénaire, et on va les retrouver à travers toute l'Europe. En Belgique, il existe des sites importants, comme Wéris et Lamsoul. Les dolmens, ce sont des tombes, et le matériel archéologique qu'on y a découvert date aussi du néolithique, c'est-à-dire 2000 ans avant l'arrivée des Celtes. C'est donc une preuve archéologique qu'il s'agit bien d'œuvres de la préhistoire. Les hommes préhistoriques ont d'ailleurs fait preuve d'une grande ingéniosité pour arriver à déplacer et ériger ces énormes dalles qu'ils recouvraient d'ailleurs parfois de terre ou de pierre. Alors, une petite démonstration? C'est facile quand on a la technique. S'il était évident que les mégalithes étaient préhistoriques, pourquoi alors les avoir attribués aux Celtes ? Les vestiges archéologiques sont parfois pris en otage pour faire de la propagande. On constate d'ailleurs au XXe siècle que le nazisme, le communisme, les nationalismes ont parfois coloré la lecture et la transmission du patrimoine préhistorique européen. En fait, la société se projette dans sa vision du passé. Inconsciemment, c'est nous-mêmes que nous cherchons à apercevoir dans le miroir du temps. Alors, monsieur, voilà. Alors, c'est particulièrement significatif parce que tout le monde pense que quand on regarde Astérix et Obélix, Obélix fait les menhirs. Et qu'est-ce que vous découvrez? Les menhirs avaient été taillés 2000 ans avant. Quand on dit 2000 ans, on est gentil, il faut partir même sur la base de 4000 ans. Avant l'arrivée des Européens, donc avant l'arrivée des Celtes. Voyez? Donc c'est-à-dire, toutes ces choses-là qu'on présente comme étant de l'ordre du patrimoine des Européens existaient avant l'arrivée des Européens en Europe. Maintenant, on a fait des relevés dans les sépultures d'ADN. On sait qui est-ce qui était là. C'est-à-dire, on sait que c'était des Noirs. On connaît de quelle région d'Afrique ils venaient, voyez, et le type de culture qu'ils avaient, puisqu'il y a eu 3 études importantes sur l'ADN, donc des sépultures qu'on a trouvées en Europe. Vous voyez que non seulement on ne vous dit pas, on ne vous parle pas des études qui ont été faites sur les populations qui vivaient en Europe avant l'arrivée donc des leucodermes. Tout le monde sait que ce sont des méladodermes. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais quand vous prenez quelque chose comme Stonehenge, on vous fait croire que ce sont des Celtes anglais qui l'ont construit, alors que quand ils sont arrivés, Stonehenge était déjà construit. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc vous voyez ce qu'on appelle le blanchiment, c'est-à-dire qu'on prend le patrimoine de l'Afrique, même hors d'Afrique, c'est blanchi et recyclé. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et ça, c'est important de le comprendre, parce que la religion a subi le même blanchiment. C'est-à-dire quand vous prenez les personnages bibliques et compagnie, c'est-à-dire que vous avez une tradition africaine qui remonte à l'Égypte ancienne. Vous avez déjà le personnage de l'ange Gabriel, vous avez déjà le personnage de Saint-Michel. Tous ces personnages-là existent déjà, mais ils sont noirs. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les recycler en les blanchissant. D'ailleurs, on aura l'occasion de voir un autre document. Mais toujours est-il que c'est important de comprendre ça. Et c'est là que ça crée un sentiment de frustration au niveau de la civilisation occidentale. Parce qu'elle sait qu'elle fait de la propagande. Et quand on dit la propagande, on dit quoi en fait? Elle sait qu'elle ment. C'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire, comme on sait qu'on ment, on prend de l'avance. On fait des dessins animés Astérix et Obélix, on fait des films, on fait des... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que quelque part, il y a un sentiment de frustration. Et c'est ce sentiment de frustration qu'on exprime aussi quelque part en transférant ce qu'on ressent pour soi sur l'autre. Parce qu'il y a un transfert qui se crée. Regardez bien comment, des fois, beaucoup d'historiens européens racontent l'histoire de l'Afrique. À un moment, vous dites, mais c'est l'histoire de l'Europe qui raconte là, c'est pas l'histoire de l'Afrique. Et il ne se rend même pas compte quand il fait la transposition entre son histoire et l'histoire des Africains. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant, psychologiquement à étudier d'une façon générale. Alors,
On va poursuivre sur le blanchiment la semaine prochaine. Il nous reste à peine 5 minutes. Je voulais demander au docteur Martin comment, psychologiquement, quand on est enfermé dans un schéma, comment on peut le déconstruire ? En analysant déjà les arguments, en étant pas terre à terre, mais lucide et pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut rationaliser les choses, se documenter, voir effectivement ce qu'on reçoit en face de soi, prendre les arguments, les détailler, et soit de son côté se documenter. C'est un travail de rationalisation déjà. Et même si on apporte de la documentation, parce qu'on le fait régulièrement avec Monsieur Omotunde, et pourtant certaines personnes ça bloque encore. Certaines personnes, ça dépend. Est-ce que c'est au niveau de la jeunesse, est-ce que c'est au niveau des adultes, parce que le travail psychique n'est pas le même. Alors au niveau des adultes, il peut y avoir un déni, il peut y avoir aussi une position vraiment de rejet finalement qu'on appelle la résistance psychique. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plus difficile parce que il y a vraiment des représentations qui sont très ancrées, des stéréotypes finalement que ces gens en fait auraient embrassé eux-mêmes. Et il est difficile d'aller vers ces gens-là parce qu'il y a vraiment un mouvement, si vous voulez, de rejet qui est caractérisé et qui est vraiment cristallisé. Donc c'est pas quelque chose qui est évident, mais c'est quelque chose qui est faisable et c'est un devoir de continuer à essayer et à tout faire pour informer et justement à éveiller les consciences. Même une personne qui est adulte, qui est positionnée, il faut continuer quand même à lui rappeler son histoire, à lui rappeler que quelque part ce qu'il est aujourd'hui est la résultante d'autres choses du passé. Et justement, en lui permettant de s'ancrer lui-même et pas comme une histoire vague, générale de l'histoire noire, parce que ça ne va pas lui parler, il faut pouvoir lui parler de lui, peut-être justement de son schéma aussi, de son arbre généalogique et de son schéma personnel qui va forcément remonter à l'histoire. Et c'est peut-être aussi un biais pour pouvoir s'approprier et prendre conscience et s'éveiller justement à ce qui nous appartient et qui nous appartient tous. Alors je crois qu'il y avait un auditeur en ligne. Est-ce qu'il est toujours là? On va le prendre et après on va finir avec Noumi. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur. Allô? Oui monsieur, on vous écoute. Ouais. Je dis bonsoir. Bonsoir. Chacun fait là, devant l'allô. Oui. Parle du monde. Oui, avec Kimonotep. C'est moi qui ai le cours là. Oui, d'accord. Avec comment l'allô. Oui, totalement. Voilà. Après, il demande ça parce que on va mobiliser, c'est ça parce que quand il y a tout le temps. Parce que si je n'ai pas mobilisé, vous savez, si je n'avais pas seulement hier encore, c'est-à-dire que énormer l'eau, faire une proposition, il n'est pas arrivé. Parce qu'il dit, plus par le premier à l'eau, mais travailler à café, chacun a des défis, travailler à café, c'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'il dit comme ça, il dit de sortir à comprendre aussi, à tant pis, c'est là. À éduquer des Russes qu'on avait aux États-Unis. Qui me dit, c'est nous qui va tout vite au courant. C'est nous qui disons. Alors, pour finir ça, nous n'avons pas appris. Et on ne veut pas nous faire procès encore. D'après quel pour le procès, il faut qu'on s'en toucher contre l'obligation. Non. C'est nous à l'école, on va répondre là, avec beaucoup de philosophie. Mon professeur, c'est un mois AVC. Beaucoup de mois AVC, ça ne fait pas bouger. Tout le monde va passer attention en Canadien, en Canadien, à télé là. Mais toutes nos vies, nous, les manifestations, on va faire raconter. Mais à fond, l'AVC, ça ne fait pas bouger. Ah bon? C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait du point de vue? On peut porter 3 livres dans ce livre. Kevin Vouer, mon pâté ça. Non, d'abord pas comme ça. C'est peut-être pas pour qu'on tout tout ça. Mais en fond, l'AVC. D'accord. Ouais, en fond, l'AVC, il me faut pas ni 3 livres dans ce livre, dans ce qu'il a mangé le dimanche là. Parce que ça fait pas mal que mon ami. Oui, vous avez raison. Ok, passez vous. Ok. Merci beaucoup en tout cas, monsieur. Pour ceci dit, ce qu'il dit, il a raison. C'est-à-dire que nous, on est déjà au-dessus de ça.
parce que, je dirais, on est passé de l'autre côté, donc c'est des choses qui ne nous affectent pas. Par contre, c'est vrai qu'il faut voir que ceux qui sont encore dans l'hésitation, tout ça leur permet de voir qu'il y a un problème et qu'en tant qu'adultes, ils doivent préparer tout simplement le chemin pour les jeunes générations. Et ils ont une responsabilité devant ce qui se passe. Noumi, le travail à faire. Le travail à faire, ça concerne surtout les enfants. Les personnes qui sont, les adultes qui sont encore réticents, ça se comprend un peu parce que on ne peut pas passer 60 ans de sa vie puis découvrir d'un seul coup qu'on s'est trompé pendant 60 ans. C'est dur. Et donc, ce sont les enfants qui sont les plus importants et c'est pour ça qu'ils visent les enfants. C'est pas anodin, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que certains d'entre nous les ont vus, on les voit. Même les personnes qui refusent de comprendre, ça les dérange. Ils voient très bien que quelque chose ne va pas. Il faut comprendre aussi que la race blanche, puisque c'est d'elle dont on parle, elle agit de façon, elle est toujours, cette race est toujours dans la force. Il faut taper dedans. Les rapports de force. Et nous ne répondons pas toujours comme ça. Et en fait, nous ne répondons pas comme ça parce que on peut me dire une chose. Je voudrais comprendre quelque chose. C'est qu'à un certain moment, ils se sont dit on va plus taper dessus. Mais depuis les 70 dernières années là, ils se surarment. Ils ont cherché ça toujours plus fort. À présent, et puis on drone, tu es à 8000 km, tu peux tuer quelqu'un. C'est que, mais qui m'en ouvre le tuer? C'est vrai que le surarmement, c'est en prévision de quelque chose, mais on ne sait pas vraiment de quoi. Mais on devrait le savoir parce que nous sommes les seuls à ne pas le savoir. Tout le monde sait. Tout le monde sur cette terre sait que nous sommes dans une guerre ouverte. C'est nous qui ne voyons pas. C'est pas que nous ne voyons pas, nous refusons de voir la réalité. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ce genre de traitement qu'ils nous font. Nous savons ça, nous qu'avouer. Dans la nourriture, il y a des côtés, c'est yoka ba au manger, c'est yoka faire, c'est ça yoka dire, c'est yoka faire. Il faut qu'on arrête ça. Il faut comprendre que le soi-disant complexe de supériorité de l'homme blanc, ça dénote franchement un complexe d'infériorité parce qu'ils savent nos pifos qui ont. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis et qui nous ont appelés. La grande édition se poursuit avec Politiquement Vôtre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 et on parlera encore d'histoire africaine jeudi prochain. Le rendez-vous est donné. Une bonne soirée à vous.